Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du mardi 3 janvier avec Philippe Fabry, avocat, auteur de La chute de l'Empire européen et théoricien de l'histoire. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour. Philippe Fabry, toujours heureux de vous recevoir. Vous avez effectivement reçu pour le président absolu, pour ne pas parler du monarque absolu, sur effectivement la 5e République et la monarchisation vraiment pérenne aujourd'hui, en tout cas on verra si elle le restera, de la 5e République, et vous donniez effectivement un certain nombre de correctifs qu'il faudrait faire pour que ce qu'on retrouve vraiment, vous savez, Français, encore un effort pour rester républicain, disait le marquis de Sade, et vous dites Français, encore un effort pour revenir au droit, l'avocat que vous êtes, le spécialiste des institutions. Et là, ce n'est pas la France dont vous parlez, dans ce nouveau livre paru aux éditions Scripta-Manette, c'est l'Europe. Et vous intitulez votre pamphlet, enfin votre livre plutôt, c'est pas un pamphlet, c'est un essai, La chute de l'Empire européen. Alors là, je me suis gratté l'occiput et je me suis dit, Philippe Fabry, est-ce que l'Empire européen n'est pas déjà, non pas mort, mais enfin déjà tombé et un peu blessé, non ? Et si, alors c'est justement ça qui est intéressant. J'ai beaucoup hésité sur le titre. J'avais 2 titres, c'était celui-là et Vers une révolution européenne, parce que les deux, selon moi, sont liés. Et l'idée, ce que j'explique dans ce livre en particulier, c'est que tous les grands États-nations se construisent de la même manière. Et il se termine par un phénomène révolutionnaire qui finit par ramener enfin la démocratie parlementaire. Mais avant cette phase-là, juste avant cette phase révolutionnaire, ils se comportent en empire. Ils sont impériaux, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas encore leurs frontières, ou en tout cas ils les cherchent. Et ils cherchent surtout à les étendre. Ouais. On est encore en train de les étendre. Bon, la Croatie qui appartenait déjà à l'UE, mais elle a intégré la zone euro. On a aussi des États candidats. Il y a la question de l'Ukraine. Donc tout ceci se fait. Et en fait, ce qui provoque normalement la révolution finale, c'est justement la chute de l'Empire. Cet effondrement qui est à la fois financier et aussi une crise de légitimité. Alors donnez-nous un exemple historique. Alors, les exemples historiques, c'est toutes les grandes nations, y compris la France. Y compris la France. La France, le royaume de France était un empire à la veille de la Révolution, qui était gouverné par une monarchie qu'on appelle absolue, que je préfère appeler souveraine, le terme est plus correct, mais à l'intérieur de laquelle les populations parlaient des langues qui étaient tout à fait diverses. On estime qu'il y avait à peu près 20% de la population qui parlait français. Il y a une étude qui a été faite. Vous voulez dire à la veille de 89, ça Alors, il y a une étude qui a été faite en 1793 par l'abbé Grégoire, qui a conclu devant la Convention, c'est l'étude qui était faite justement pour savoir comment bâtir la République à l'époque, qui estimait qu'il y avait 20% de la population qui parlait utilement le français. Alors, le reste, c'était des langues, ce qu'on appelle aujourd'hui les patois de manière un peu méprisante, mais c'était les langues régionales, le breton, le provençal, l'occident, etc. Et donc cette phase impériale-là a été discréditée par les grandes difficultés qu'il y a eu dans les guerres de la fin du XVIIIe siècle, du mi-temps du XVIIIe siècle, notamment la guerre de 7 ans, qui a eu des défaites absolument terribles. Et ensuite, il y a eu la ruine financière. Mais il y a d'autres cas. Et le meilleur cas, peut-être le plus proche de la situation actuelle, c'est la révolution allemande de 1918. L'empire allemand était également un empire qui, alors pour le coup, qui avait une unité linguistique, mais qui avait beaucoup de diversité culturelle. Il y avait des Bavarois, des Prussiens, les rapports culturels n'étaient pas du tout les mêmes. Et qui est entré dans son processus révolutionnaire justement à l'occasion de la chute de cet empire allemand qui a résulté de la défaite dans la Première Guerre mondiale, qui a amené à la fois la délégitimation de ce régime impérial, basculer vers une république immédiatement, et la ruine évidemment économique du pays. Alors justement, donc sur ces décombres, enfin on peut dire des décombres glorieux, mais décombres quand même, se bâtit l'empire. Mais là quand même, cet empire européen, il s'est pas créé du tout de la même façon. Enfin, on va pas rappeler tous les Schuman, les années 50, la création, etc. Ça, c'était après. On l'a toujours dit, mais enfin on le résume très rapidement. Il y a eu ces 3 guerres mondiales, enfin surtout 14, 18, 39, 45, plus jamais ça. On décide d'eux, enfin tout ce que les gens savent aujourd'hui, etc. Mais justement, ça fait quoi ? Ça fait 60 ans, 70 ans maintenant, à peu près. Bon, et alors Philippe Fabry, justement, on a l'impression aujourd'hui, on le voit encore tous les jours, on se dit, regardez, on parlait justement de ça. Je prends un exemple, mais je voudrais qu'on partisse de cet exemple pour refaire le tableau.
l'électricité. On ne parle que de ça aujourd'hui. Or, l'Espagne et le Portugal se sont exclus de cette loi européenne en disant attendez, on va pas payer l'électricité, la folie, parce que on nous oblige à nous confronter sur le gaz allemand, et nous pas du tout. Donc, on voit très bien déjà cette espèce d'effritement de l'empire européen qui en fait n'a jamais existé autant que tel. Alors, en réalité, ça m'oblige à reprendre les choses effectivement un petit peu plus loin. Ce que j'explique dans ce livre, effectivement, c'est que donc la phase impériale et puis la Révolution, c'est l'étape finale de la construction des États-nations, mais tout ceci est un processus qui prend effectivement des siècles. C'est-à-dire que c'est un processus qui demande à la fois l'homogénéisation culturelle, c'est-à-dire que les gens sont habitués à être en rapport, mais aussi une homogénéisation politique qui se constitue par le rassemblement finalement autour de ce qui est un centre de pouvoir des élites locales de l'ensemble de l'espace qui est considéré. De manière très simple, encore une fois, je vais reprendre la France d'Ancien Régime. Grosso modo, le pouvoir des rois de France, à la base, c'est l'Île-de-France. Petit à petit, ça s'étend. Et comme c'est le pouvoir le plus prestigieux, les élites locales, pour maintenir leur statut, se mettent au service de ce pouvoir. Mais en fait, c'est ce qu'on a vu en Europe. C'est-à-dire l'apparition d'un pouvoir européen, central et de plus en plus puissant, a fait que les élites qui étaient des élites locales, qui étaient des élites nationales, de plus en plus se sont reconnues, se sont identifiées et ont reconnu comme centre de pouvoir cet espace du cœur de l'Europe. Mais comme dans toutes les nations en construction, il y a effectivement un cœur et il y a une périphérie. Et dans l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui, le cœur du pouvoir, en fait, c'est ce que j'appelle l'espace rhénan. C'est grosso modo l'ancienne Allemagne de l'Ouest, les Pays-Bas et la Belgique. C'est-à-dire c'est ce grand triangle qu'on appelle aussi la mégalopole européenne, parce que c'est l'endroit le plus urbanisé de toute l'Europe. C'est là que la richesse est concentrée, etc. Et à l'opposition de ça, il y a effectivement la périphérie, de la même manière qu'il y a la France périphérique par rapport à Paris, il y a l'Europe périphérique, j'ai envie de dire, qui sont l'ensemble des pays qui sont en périphérie. À la limite, c'est de la géographie, ça se voit assez simplement. Donc l'Espagne, le Portugal en font partie d'un côté. De l'autre côté, on a les pays du groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, etc., et qui tous, à leur manière, ont tendance effectivement à s'opposer. Les uns pour des sujets sociétaux, les autres pour des sujets économiques, etc. Voilà, tout à fait. Et donc, c'est normal qu'il y ait cette tension, et j'ai envie de dire, cette tension, elle est même parfaitement logique à la veille du type d'effondrement et de réforme que j'anticipe, parce que justement, ce qui caractérise la révolution finale, normalement, c'est qu'elle redistribue le pouvoir de manière plus égale entre le centre et la périphérie. C'est vers ça que, normalement, on va. Alors, on va parler de ça, c'est essentiel à ce que vous dites par rapport à ça. Quel est centre, quelle périphérie, autour de quoi? Si effondrement il y a, autour de qu'est-ce qui aura, et s'il y a renaissance, autour de quoi? On en parle tout de suite. Et chers auditeurs, vous le connaissez, le 0826 300 300, le numéro pour participer au face-à-face entre Philippe Fabry et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Au français, les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et j'en profite pour saluer notre ami Lucien Gasparac, qui fait partie de l'équipe et qui a eu la bonne idée de fêter ses 26 ans le 3 janvier. Il est intelligent d'ailleurs, en tout cas ses parents, parce que sinon ça aurait été 31 décembre, il n'y aurait eu une seule cadeau, une seule fournée de cadeaux. Là, heureusement, vous voyez, il a bien fait, Lucien. J'ai le sens du timing. Bravo. Merci beaucoup, André. Très bien. Philippe Fabry, alors chute de l'Empire européen. Et on parlait justement, vous disiez, soit effondrement, soit renaissance. Et on est là. Et on voit quelque chose qui est très patent, encore une fois, sans s'arrêter sur ce qui s'est passé, que ce soit du Covid, au niveau de l'Ukraine, au niveau des rationnements, au niveau des gazoducs et autres, et des gaz et des éoliennes, etc. On a l'impression quand même que cet empire européen, entre guillemets, je sais pas combien de guillemets il faut mettre, est quand même dirigé par l'Allemagne. Vous avez dit, le cœur, c'est d'ailleurs les Rhénans, enfin la région rhénane. Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas quelque chose d'un côté, vous en parlez, dirigé effectivement par les Allemands, le cœur, et puis à la traîne des Américains? Question. Alors effectivement, c'est un empire qui a grandi dans l'ombre de la protection américaine, puisque finalement d'ailleurs le seul volet qui n'a pas vraiment d'intégration européenne, le volet militaire, c'est celui qui est fait sous l'égide américaine dans le cadre de l'OTAN. C'est ça qui a toujours été en concurrence avec la possibilité d'une armée européenne. Mais en dehors de ça... Sauf il y a, pardon Philippe, il n'y a pas d'empire sans armée.
Alors, le truc, c'est que pour le coup, ça peut être une armée par délégation, mais en fait, l'idée impériale, et c'est là-dessus que je vais insister, c'est dans le sens où, c'est ce que j'essaie de le détailler dans le livre sémantiquement, c'est un État qui gouverne des peuples différents. C'est ça, un empire véritablement. C'est-à-dire, c'est par opposition strictement à l'État-nation. Et en fait, ce que j'explique dans le livre, c'est que tout État-nation est un empire qui a suffisamment vieilli pour que la culture s'homogénéise et que la nation fleurisse, finalement. C'est ça l'idée. Et donc, mon idée, c'est que c'est un processus qui est en cours en Europe. Encore une fois, la diversité européenne qu'on a tendance à souligner, la diversité de langage, etc., n'est pas forcément un obstacle par rapport à ce que je disais, à la situation de la France encore. Au moment où on criait « Vive la nation », il n'y avait que 20% des gens qui parlaient la langue. Mais effectivement, dans le cadre de ce processus, la construction se fait autour d'un centre de pouvoir qui, lui, a à la base une identité particulière. C'est ça. Voilà, de la même manière que aujourd'hui on parle de la France parce que l'identité du pouvoir c'était une identité franque, c'était ça que ça venait. Moi je viens du Sud et Radio vient du Sud, qui n'était pas un espace franc à la base, mais le pouvoir venait de là. Et donc effectivement aujourd'hui le pouvoir c'est l'Allemagne, disons cet espace rhénan, et au sein duquel il y a l'Allemagne qui est la puissance dominante, donc on peut effectivement assez rapidement ramener ça à l'Allemagne ou à cet espace, on va dire, germanique. Tout à fait. De ce triangle au nord, effectivement. Et donc ça a tous les attributs d'un pouvoir central, et en particulier l'attribut, on va dire, sociologique, qui est l'image que ce pouvoir projette sur l'ensemble de l'espace qui est dominé, donc l'Europe, et en particulier l'image que ça envoie en direction des élites locales. Et une des grandes forces donc de ce pouvoir allemand aujourd'hui, c'est pas tellement un pouvoir qui fonctionne forcément sur la coercition. D'ailleurs, c'est jamais vraiment le cas. Comme je disais tout à l'heure, c'était pas forcément le cas de la monarchie, c'était pas tout à coup de bâton. C'est aussi beaucoup par la séduction et par le fait que les gens ont envie d'imiter ça. Un exemple que je prends souvent, c'est le fait... Les gens n'ont pas envie, d'imiter l'Allemagne. Alors, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, les gens non, mais il faut distinguer parce que le problème, c'est justement que les élites nationales, en particulier dans un pays comme la France, c'est moins le cas, plus on va vers la périphérie, moins c'est le cas, mais dans un pays comme la France encore, nous avons des élites qui veulent se croire encore au sommet de l'échelle, donc assimilées aux Allemands, et qui ont tendance à vouloir imiter les Allemands en tout. Et c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose... Toutes ces décisions fréquemment absurdes sur la gestion de l'énergie, le mix énergétique, etc., ça vient de quelque chose qui est beaucoup plus profond que des mauvais calculs ou des fonctionnements de réseau ou des choses comme ça. Ça vient simplement du fait que nos élites pensent que ce que font les Allemands, c'est cool. Parce que les Allemands, c'est eux qui ont le pouvoir. Et on veut les imiter. L'image que je prends souvent, c'est l'image de ces petits nobles de province qui passaient leur temps à arpenter les chemins creux en fin fond de la France, mais qui voulaient s'habiller comme à Versailles pour montrer qu'ils appartenaient à l'autre classe. Et donc, pour montrer qu'on appartient aux élites européennes... ce mimétisme envieux de parvenu. C'est une question de distinction sociale. Il faut montrer qu'on n'est pas juste comme le français, j'ai envie de dire, ou l'espagnol, ou etc. Mais nous, on est comme les élites européennes. On est comme les gens qui dirigent à Bruxelles, et donc on va les imiter, et même parfois on en fait plus qu'eux-mêmes ne sont prêts à en faire. On fait du zèle. On fait du zèle pour se rattacher. C'est d'ailleurs l'origine du mot, faut pas oublier, c'est l'origine du mot snob. Hein. C'était dans les listes scolaires, on mettait sans noblesse, sine nobilitas, s. Noble, c'était les gens qui n'avaient pas de noblesse, mais qui voulaient en être, et donc c'est étonnant qu'on en soit là, mais c'est intéressant, oui, bien sûr. Voilà. Et en particulier pour ce qui est des élites françaises, ce dont elles souffrent particulièrement, c'est que jusqu'à la fin des années 80, les élites françaises pouvaient rester des élites proprement nationales parce que la France pouvait estimer qu'elle co-dirigeait l'Europe avec l'Allemagne. Mais à partir de la fin des années 90, il y a la chute de l'Union soviétique, il y a la réunification de l'Allemagne, dont se méfiait beaucoup Mitterrand pour des questions justement stratégiques, parce qu'il savait que ça déséquilibrerait le couple et qu'à ce moment-là, l'Allemagne reprendrait la main. Et simplement, depuis ce moment-là, en réalité, la France s'est trouvée en grande partie provincialisée par rapport à ce qui est le vrai cœur du pouvoir. Et presque à la remorque, on peut dire. À la remorque, mais nos élites ne l'admettent pas, donc elles surjouent. Donc elles surjouent on fait dans les élites européennes, etc. Et pour moi, un des gros problèmes des élites françaises aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas compris que la France n'est plus même à la queue
du cœur européen, le rôle de la France, ça devrait être de prendre la tête de l'Europe périphérique, justement. C'est-à-dire de ce mouvement de contestation pour obtenir un rééquilibrage. Espagne, Portugal d'un côté, pays baltes de l'autre. Voilà, Pologne, avec qui on a de très vieilles relations. Bien sûr. Et où il y a une amitié française importante. Et où les gens sont d'ailleurs souvent déçus de la façon dont on les traite parce qu'on prend le parti de l'Allemagne la plupart du temps. Alors justement, arrivons aux questions, non pas qui fâchent, mais qui font polémique. Est-ce que pour vous, Philippe Habry, pour l'historien que vous êtes, pour l'avocat que vous êtes aussi, est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité, aujourd'hui évidemment elle est plus éloignée que jamais, que la Russie aurait pu faire partie, en tout cas une partie de la Russie, vous savez, le fameux Europe de l'Atlantique à l'oral du général de Gaulle, qui avait peut-être un sens, qui a un sens peut-être ou pas. Aujourd'hui évidemment n'en parlons pas, c'est plus éloigné que jamais. Mais est-ce que l'empire européen, si empire il y a, est-ce qu'il peut se faire sans cette ambition-là ? Alors, je pense que cette ambition, elle existe, elle est en grande partie cohérente au plan géographique, que le principal obstacle à cette construction-là, encore une fois, c'est que ce que j'explique dans le modèle, encore une fois, c'est une question d'homogénéisation culturelle d'un espace qui permet l'arrivée de la pensée commune. Et la grosse difficulté de la Russie là-dedans, c'est que la Russie, géographiquement, est aux 2 tiers asiatique. Démographiquement, la proportion est inférieure, mais c'est quelque chose qui posera toujours problème dans la mentalité, etc. C'est que pour l'Europe, il ne s'agirait pas de fin. Pour faire l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, il faut découper la Russie. Il n'y a pas de choix. Sinon, on fait l'Europe de l'Atlantique à Vladivostok, mais c'est pas la même chose. Et c'est pas le même défi. Et je pense d'ailleurs que c'est une des grandes questions qui va se poser dans les décennies qui vont venir. Et c'est un des enjeux de ce qui se passe actuellement, c'est de savoir pas seulement de quel côté bascule l'Ukraine, mais la Russie elle-même. Il y a un choix de leur côté. Oui, mais alors, justement, tel que vous posez, c'est très intéressant parce qu'on va parler ensuite des solutions, en fait, vos solutions. On voit très bien 2 choses, encore une fois, si on prend très précisément même l'état d'aujourd'hui. Il y a un côté économique et un côté sociétal. Économique, Europe, Espagne, Portugal, qui dit, attendez, l'Europe, vous êtes bien gentil, mais nous, là-dessus, sur les prix d'électricité, à corréler au prix du gaz, il n'en est pas question. D'un autre côté, vous avez Orban, la Pologne ou la Hongrie, etc., qui disent, attendez, vos histoires de woke, vos histoires de parent 1, parent 2, vos histoires de tout ça, on n'en veut pas, il en est hors de question, etc. Vous voyez déjà que dans cette Europe périphérique, nous sommes très loin, que ce soit sur le sociétal ou que ce soit sur l'économique, on est encore une fois en pleine, je dirais, archipélisation, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui, il y a effectivement des préoccupations qui ne se recoupent pas nécessairement, notamment parce que, pour des raisons géographiques, il y a de grandes disparités. Mais c'est pour ça que je pense que, néanmoins, à l'échelle européenne, il y a quand même un problème aujourd'hui, justement, de déséquilibre de poids politique entre le centre et la périphérie, et que la question, c'est quel clivage on veut. Alors, je pense que, justement, rester dans un découpage, mettons, les Ibériques ont leurs problèmes, les Européens de l'Est ont les leurs. Tout ça, c'est justement ce qui fait le jeu du pouvoir central et de la situation qui ne change pas, parce que ça joue sur ces divisions. Du statu quo. Voilà, et tant qu'on reste sur ce genre de division, alors que si l'Europe périphérique trouve ne serait-ce que les points d'accord sur lesquels elle peut aller porter un certain nombre de doléances au pouvoir central, en particulier sur les questions de représentativité démocratique, on va peut-être y venir. Alors là, à mon avis, c'est l'évolution qui doit être. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, vous en parlez dans votre livre, c'est pour ça que je le recommande, il faut vraiment le lire, c'est un livre qui se lit rapidement, mais qui est bourré d'informations. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, très concrètement, pour que pas ce soit cette espèce de colosse au pied d'argile ou de tirer, vous savez, Gulliver et Lilliput, quoi. On a l'impression que c'est tiré et tiraillé de tous les côtés. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Quelles seraient les priorités? Eh bien, très concrètement, alors du coup, je vais pas être très original parce que je reviens un petit peu à ce que je disais aussi dans le président absolu pour la France, parce qu'il y a un petit peu les mêmes problèmes, et souvent d'ailleurs ça vient de la France, parce qu'il y a beaucoup d'institutions en Europe qui, dans leur évolution normale, auraient dû être plus démocratiques qu'elles ne le sont, et qui ne l'ont pas été à cause de la France, justement, parce que c'est nous souvent qui avons refusé notre monarchie républicaine. Voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ce qu'il faudrait faire, c'est mettre toujours, je reviens à mes standards démocratiques,
démocratiques européens, qui sont ceux de ce qui se passe dans la plupart des États-nations, les transposer à l'échelle européenne. Donc en particulier faire en sorte que la Commission soit responsable devant le Parlement européen, beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui elle l'est véritablement virtuellement, c'est quasi impossible. C'est quasi impossible qu'une motion de censure... Avec Ursula von der Leyen, les SMS, l'achat des vaccins, etc. Tout à fait. Enfin... Et pour avoir une motion de censure, il faut que ce soit voté aux 2/3, donc il n'y a aucune chance que ça arrive. Ouais. Déjà que chez nous, c'est difficile, alors que le gouvernement est en minorité. Enfin, bon, c'est dire là-bas comment c'est compliqué. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que la Commission européenne soit responsable devant le Parlement européen. Responsable dans le Parlement européen, et c'est possible qu'elle émane du Parlement européen, de manière totale. C'est-à-dire que la candidature... C'est le Parlement européen qui choisisse les membres... Voilà, parce que si vous voulez, institutionnellement aujourd'hui, le Conseil européen, c'est-à-dire l'Assemblée des chefs d'État des pays européens, ont un peu le rôle qu'avait, on va dire, institutionnel l'empereur dans l'Allemagne des années 1910. C'est-à-dire que c'est lui qui propose le chef de gouvernement, et tout ce que peut faire le Parlement, c'est dire oui, non. Le Parlement ne peut pas lui-même décider qui est le chef du gouvernement, ce qui se fait normalement dans les grandes démocraties. Ça, c'est la première chose, mais il faut aussi faire une deuxième chose, c'est avoir une véritable assemblée, une chambre haute, une véritable assemblée représentative des territoires, c'est-à-dire l'équivalent du Sénat en fait, mais à l'échelle européenne, parce que actuellement un des problèmes du Parlement européen, c'est que il est au suffrage universel, et donc dans un pays qui est très urbanisé, ça représente d'abord les centres urbains. Ça représente d'abord les endroits qui sont peuplés, et en plus, on sait par expérience que les élections européennes, qui votent essentiellement européennes, c'est les élites urbaines. C'est l'endroit où il y a le plus d'abstention de la part des classes populaires ou moyennes inférieures. Donc, pour le coup, il y a en principe, en théorie... C'est vrai, les grands abstentionnistes, c'est la France périphérique, par exemple. En principe, on a un suffrage universel direct pour le Parlement européen, mais en réalité, on a un suffrage qui est resserré sur certaines catégories de population, ce qui explique que certains nombres de problématiques soient très très grossis et paraissent totalement déconnectés à l'échelle de l'Europe, alors que c'est pas le cas dans les territoires. Donc, ce qu'il faudrait, c'est avoir à côté de ça un Sénat qui représente un petit peu sur le modèle du Sénat des États-Unis, qui a bien ce rôle, c'est-à-dire qui pondère la pure démographie par la géographie pour donner une représentativité accrue à l'Europe périphérique, tout simplement. Oui, mais alors, Philippe Fabrice, là où on peut se poser beaucoup de problèmes, d'abord, on va vous répondre aux détracteurs, ou en tout cas aux grincheux, mais qui ont des raisons de l'être, c'est que déjà, on voit que le Parlement européen, ça sert à quoi? On se demande, avec vous savez, avec ces extraordinaires déplacements entre Bruxelles et Strasbourg, déjà qui coûtent, comme on dit, un pognon de dingue, comme dit l'autre, mais pourquoi? Donc, on ajouterait un Sénat, et surtout, comment empêcher, vous en parlez aussi, la puissance des lobbies. On adore quand Thierry Breton dit non, lobby, ça n'existe pas. Dans nos commissions, on ne connaît pas les lobbies, bien sûr. Qui connaît les lobbies? Ça n'existe pas, les lobbies. Enfin, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Vous parlez de démocratie et vous êtes très attentif et à juste raison à l'espérance démocratique. Alors justement, moi j'ai tendance à penser que quand il y a des problèmes avec un Parlement, c'est justement qu'on l'a trop mis dans un carcan et qu'il n'a pas le rôle qu'il devrait avoir. Un Parlement, c'est un endroit... Et d'ailleurs, on l'a vu, moi c'est une chose qui m'a beaucoup marqué. Si on regarde en France, depuis quelques mois, on s'aperçoit que les vocables employés sont souvent... Alors ça choque, parce qu'on n'est plus habitué à entendre les parlementaires s'engueuler, mais pour moi c'est un bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a du pouvoir qui est revenu. Si les gens s'engueulent pas, c'est que c'est pas important. Donc, et le problème du Parlement européen, selon moi, c'est que comme pendant très longtemps ça a servi plus ou moins de chambre d'enregistrement de la Commission, qui était son parlementaire européen, qu'est-ce qu'il y faisait exactement? Personne. Les peuples s'en soucient pas, et si les peuples s'en soucient pas, on peut faire ce qu'on veut, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas l'œil sur les lobbies. Si ça devient un centre de pouvoir reconnu et qui s'occupe des choses correctement, forcément les gens sont beaucoup plus contrôlés. Donc ça, souvent, les gens qui veulent pas que le Parlement ait du pouvoir ont tendance à mentionner comme défaut les choses qui sont là justement parce qu'il n'a pas de pouvoir et qui seraient corrigées si on le changeait. Donc à mon avis ça aurait un bon effet. Et puis ensuite effectivement il y a le problème des deux lieux, Strasbourg et Bruxelles, là aussi ça vient de à ce moment-là on fait déménager le Parlement européen à Bruxelles par exemple et on met le Sénat à Strasbourg, il n'y a pas de problème. Comme ça on économisera sur les locaux, il n'y a pas besoin de créer un autre endroit. En plus. Mais alors arrivons à effectivement, puis on va demander à nos auditeurs ce qu'ils en pensent bien sûr, mais arrivons à la chose. Au fond,
fond, aujourd'hui, quand vous regardez la situation, logiquement, là, c'est pas à l'historien, je m'adresse à l'historien, c'est aux citoyens aussi et à l'avocat Philippe Fabry et puis aux citoyens lucides. Est-ce qu'on est en phase d'effondrement ou en phase de renaissance? Parce que quand on regarde comme ça, on a l'impression que l'Europe, oui, l'Europe, très bien, mais ça sert à quoi? Surtout qu'on a mis la charrue de l'euro avant les bœufs de l'identité et de l'histoire. Donc, c'est quoi aujourd'hui? Encore une fois, je reviens à ça, on l'a évoqué, vous en parlez aussi. Est-ce que c'est autre chose aujourd'hui qu'une immense cortège de marionnettes tirées par le marionnettiste américain, l'OTAN et compagnie? Alors, je pense que c'est autre chose, oui, parce que malgré tout, l'identité européenne, elle s'est créée. On le voit dans les débats nationaux, le séparatisme européen a de moins en moins le vent en poupe, en fait. C'était le cas avant, par exemple, en Italie, maintenant ça a été laissé tomber. En France, le Rassemblement national pouvait défendre l'idée, ou en tout cas y songer pendant longtemps, même de l'euro, ce sont des choses qui ont été abandonnées. Donc il n'y a plus de pays qui veut quitter l'Union européenne parce que l'Europe, malgré tout, c'est devenu le cadre de référence. Vous voulez dire la Grande-Bretagne ne sera pas suivie? Voilà, je ne pense pas qu'elle sera suivie. La Grande-Bretagne, pour moi, déjà pour beaucoup de gens, c'est ce qui est l'incohérence historique, c'est qu'elle soit rentrée. Ça avait déjà choqué, De Gaulle n'en voulait pas, parce qu'il devait se douter qu'elle finirait par sortir. Mais sinon, pour les autres pays, il n'y a pas ces dissensions-là. Donc tout le monde a tendance à penser dans le cadre européen. Et les principales, au fond, la principale hostilité que nourrit les peuples à l'égard de l'Union européenne, c'est justement ce déséquilibre et cette impression qu'il y a un centre qui domine et qu'il y a des pays qui suivent et qui sont dominés. Et puis 2 poids 2 mesures, géométrie variable, etc. Voilà, donc le rééquilibrage du pouvoir à l'intérieur, il ne s'agit pas de remplacer et de faire dominer l'Espagne périphérique et de faire payer les Allemands, c'est pas la question, mais retrouver un équilibre à l'intérieur de l'Europe qui fasse un ensemble, pour moi c'est logique, et en plus, c'est vraiment l'effet des 50 dernières années. Il y a vraiment une identité européenne qui est apparue et qui est venue de la situation, notamment de la guerre froide, où on s'est aperçu qu'on n'était pas l'empire russe soviétique, c'était pas l'Europe, c'était pas ça. On n'était pas non plus le monde anglo-saxon capitaliste pur, c'était pas notre identité. Et donc cette identité, finalement, les Européens ont été obligés quelque part de se regarder entre eux, alors que jusque-là ils dominaient le monde, donc chacun pouvait aller dominer son morceau de monde. Et là, tout d'un coup, on s'est retrouvés entre nous, obligés de se regarder dans les yeux, de dire qu'est-ce qu'on a en commun et de voir qu'on avait des choses en commun surtout. Et je pense qu'il y a une poussée qui se maintient dans ce sens-là. Écoutez, votre optimisme me fait plaisir à entendre. Je suis peut-être plus sceptique que vous dans une certaine mesure. C'est que moi, je crois que vraiment le vrai problème est l'identité européenne. On ne l'a pas encore assez formulé et encore moins incarné. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a toutes les correspondances, il y a Erasmus, et au-delà d'Erasmus, il y a le fait qu'on est liés ensemble. Mais moi, je suis très 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 frappé de voir encore une fois ces 2 poids et 2 mesures. On va en parler avec nos auditeurs et puis vous répondrez à ça aussi, Philippe Fabry. Lucien, nous avons... Oui, tout à fait. Vous le savez, chers auditeurs, vous avez la parole sur l'émission de Reberkoff au 0826 300 300 et on accueille tout de suite Serge de Lyon qui se demande si la sortie de l'Angleterre de l'Europe a-t-elle renforcé l'Allemagne? Bonjour Serge. Bonjour Serge, bonne année. Bonjour. Bonjour Monsieur Barkov, bonne année à vous aussi. Je voudrais juste commencer par vous dire que je pense que votre slogan, Barkov, dans tous ces États, les Français parlent au français, devrait peut-être changer parce que de mes connaissances, vous avez de l'audience en Jordanie, en Californie, au Liban. Ah bon? Et les étrangers en France, comme moi aussi, vous écoutent et vous adorent. D'accord, merci. Mais écoutez, on va ajouter quelque chose. Alors, on va mettre les citoyens du monde parlent. Non, les citoyens parlent aux citoyens. On va étudier ça. Alors, dites-moi, Serge, je vous écoute. Ouais. Alors, ma question est, vu que je dirais que l'Union européenne, elle a permis à Ursula von der Leyen de réussir où Adolf Hitler avait échoué. Est-ce que la sortie, ouais. oui, est-ce que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne a renforcé l'Allemagne? Et vu qu'il y a quelques jours, des statistiques en Grande-Bretagne montraient que 66% des Britanniques désiraient revenir en Union européenne, comment est-ce que ça changerait? C'est une question surtout vis-à-vis de ce qu'a dit votre invité, M. Fabry.
est-ce que ça renforcerait l'Union européenne? Est-ce que ça créerait une friction plutôt avec l'Allemagne? Si l'Angleterre revenait à l'Union européenne, c'est ça? Ouais, exactement. D'accord. Philippe Fabry. Alors je pense pas que ça renforce. Je pense que l'Allemagne, effectivement, ça a renforcé le poids de l'Allemagne, la disparition de la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne avait effectivement cette position un petit peu d'arbitre entre les deux Europes finalement, puisqu'elle géographiquement, elle s'estimait à la fois périphérique et à la fois au centre en raison de son poids. Donc un retour de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne, ça pourrait avoir un effet. Je vois pas trop comment ça pourrait se passer pour l'instant, parce que ça impliquerait que des élites européennes qui finalement s'habituent au départ de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, repartagent un petit peu le pouvoir. Donc je suis pas sûr que ça puisse fonctionner, sauf dans le cadre d'un effondrement. Je tiens à revenir là-dessus, André Berkoff, parce que effectivement, alors je suis optimiste, on va dire, à long terme. Ce qui est sûr, et là où je suis pessimiste pour le coup, et j'en parle dans le livre, c'est que ces réformes dont je pense qu'elles seraient utiles pour faire évoluer la situation, elles ne seront pas faites. Elles ne seront pas faites parce qu'en grande partie, elles seraient justement au détriment de ceux qui gouvernent actuellement l'Europe, et donc qui n'ont pas intérêt à lâcher du pouvoir à ce profil-là. Et donc je pense que on va passer par les phases qui sont habituellement les phases qui existent, les phases révolutionnaires, qui peuvent... Ce serait quoi ces phases révolutionnaires? Alors les phases révolutionnaires habituellement, c'est d'abord une contestation du pouvoir central par l'apparition d'une division entre la représentation populaire, le Parlement européen, et la Commission européenne, qui est l'organe exécutif. Ça commence déjà là. Ça commence déjà. Voilà. Pour moi, c'est un signe avant-coureur. Et à mesure que cette tension va se radicaliser, ça doit aboutir à une forme de coup d'État, de serment du jeu de paume, si vous voulez, du Parlement européen, qui chercherait lui-même à reprendre le pouvoir. Et à ce moment-là, ça crée une dissension à l'échelle du continent, et c'est un petit peu le moment de tous les dangers, parce que c'est là qu'on commence à voir des épisodes sociaux, d'expériences un petit peu particulières. Je pense, pendant la Révolution allemande, c'est là que vous avez toute la Bavière qui est devenue une république soviétique pendant quelques mois. Voilà. Oui, il peut y avoir des soulèvements. Donc il peut y avoir des soulèvements locaux, des pays qui basculent tout à fait, des équivalents de gilets jaunes à l'échelle européenne, et ça peut être assez violent, surtout si on est dans des contextes qui se maintiennent de pénurie, de difficultés, parce que tout ça va jouer. Si le contexte de guerre se maintient aussi, ça peut créer beaucoup de difficultés. Donc ça peut amener à un chaos assez intéressant, mais en particulier si on est encore dans la confrontation géostratégique qu'on connaît aujourd'hui, l'Europe entière pourrait devenir un champ de bataille par procuration. C'est-à-dire que les États-Unis chercheraient à maintenir l'ordre tel qu'il est, probablement que la Russie prendrait d'autres partis pour essayer de pousser ses pions par-ci par-là, et puis d'autres pays aussi, la Turquie ont des avantages. Mais juste Philippe Fabry, on va laisser les auditeurs parler, mais c'est passionnant quand même. Ce que vous dites, est-ce qu'on n'y est pas déjà? Est-ce qu'on n'est pas déjà? Est-ce que l'Ukraine, c'est pas à cause de l'Ukraine, est-ce que ça n'a pas déjà créé la cristallisation? On voit très très bien. Regardez, l'Allemagne, les États-Unis, par autant interposé, se battent jusqu'au dernier Ukrainien et jusqu'au dernier Européen. Il n'y a pas de GI. Enfin, il y a des GI peut-être en Ukraine, mais enfin, il n'y en a pas tellement que ça. Est-ce que ce n'est pas déjà l'Europe un espèce de terrain, pas de confrontation violente à l'intérieur de l'Europe, mais quand même? Alors si, justement, c'est-à-dire ce mouvement-là commence, disons qu'on est à la phase d'avant, parce que ce qui provoque généralement cet effondrement impérial et qui ensuite amène une révolution normalement, c'est le fait que cet empire fait la guerre de trop, en fait, arrive à la crise, à la tentative d'expansion qui ne fonctionne pas. Voilà, qui n'arrive pas à honorer, c'est trop gros morceau pour lui, quoi. C'est les Allemands en 1914 qui sont arrêtés, etc. Et donc, dans les tentatives actuelles, effectivement, d'expansion de l'Europe, il y a ce phénomène-là. Il y a cette tentative qui a été cherchée, effectivement, en Ukraine, qui amène cette guerre avec la Russie. Je pense, très honnêtement, que le rôle américain est moins moteur qu'on ne pense dans cette question-là, qu'il y a une grande partie qui vient des élites européennes elles-mêmes, qui voient vraiment... Parce que dans les élites européennes, il y a aussi
une idée de faire quelque chose d'alternatif aux États-Unis. Et c'est-à-dire que de faire une Europe puissance, ce qui est une chose qui est de créer. Voilà, dont les États-Unis se méfient. Et donc, dans la question de l'Ukraine, il y a aussi, à mon avis, l'intérêt américain en Ukraine. C'est pas tellement que l'Ukraine intègre l'Union européenne, c'est que l'Ukraine soit indépendante. Mais c'est embêtant pour les Américains l'idée que l'Union européenne s'étende aussi vite, aussi fortement, et même qu'il n'y ait plus de danger russe. Parce que s'il n'y a plus de danger russe pour les États-Unis, l'Europe peut devenir un danger stratégique pour les États-Unis. Une Europe unifiée. À voir, à suivre, tout ça à suivre, effectivement, et on le verra, à mon avis, dans les faits. Lucien, des éditeurs. Oui, les auditeurs, après la pub, vous continuez de nous appeler au 0826 300 300 pour participer au face-à-face. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Jean-Pierre Elkabbach. Il a connu les plus grands de ce monde et il a vécu les événements qui ont marqué ces 50 dernières années. Il le raconte dans des mémoires où pour la première fois, il parle aussi de lui et en particulier du temps où, jeune comédien, il a été figurant dans une opérette avec Luis Mariano. Jean-Pierre Elkabbach est dans les clés d'une vie, aujourd'hui sur Sud Radio. Sud Radio, les clés d'une vie, 21h-22h. Jacques Pessis. Non, mais c'est pas toi, Clara, c'est juste que j'ai du mal à m'engager. Voilà, m'en veux pas, c'est tout. Non, je comprends. Moi aussi, j'ai préféré une Seat Ibiza disponible en stock sans apport et surtout sans engagement à partir de 169 € par mois. Allez, bisous. Découvrez-la lors des journées portes ouvertes les 14 et 15 janvier chez votre distributeur Seat. Seat Ibiza Copa MPI 80 chevaux, remise de 5 000 € déduite. LLD 37 mois et 30 000 km sous condition d'acceptation par Volkswagen Bank. Tout mois commencé et dû. Offre à particulier sans engagement, commande jusqu'au 31 janvier. Livraison avant fin avril 2023 selon stock. Conditions sur seat.fr. Pensez à covoiturer. Partez à la découverte des produits de nos terroirs avec comptoir.com. Des producteurs et artisans rigoureusement sélectionnés vous offrent le meilleur du Béarn, du Pays Basque et des Landes. Des spécialités traditionnelles aux produits surprenants, retrouvez des centaines de références sur comptoir.com avec un K. Livraison en France et en Europe. Pour Arlette qui a oublié ses lunettes chez Eugène, qui a perdu les siennes chez Daphné, Daphné qui les a cassées en skiant avec Tristan. Et pour Myrtille qui change de style. Pour les fêtes, Chin Chin Daflelou, ce n'est pas une, mais 2 paires de lunettes de plus pour 1 € de plus. Et la troisième, c'est pour vous ou pour offrir avec la carte cadeau Alain Afflelou. Exclusivement chez Alain Afflelou jusqu'au 31 janvier, voire conditions en magasin. Dispositif médical, demandez conseil à votre opticien. Sud Radio 7. 104.9. Sud Radio. Sous le charme de mes chaînes, je m'oxyde d'oxygène. Découvrez Le Palmier en hiver, le nouveau single de JB Bullet, disponible sur toutes les plateformes de streaming et actuellement en écoute sur vos ondes. De mes chaînes, je m'oxyde d'oxygène. Machine à sous, boules et blackjack, bar et restaurant, rejoignez-nous au Casino Circus de Barbotan. Le Casino Circus de Barbotan vous souhaite une très belle année 2023. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 0826 300 300, c'est le numéro pour participer à l'émission d'André Berkov, le face-à-face avec Philippe Fabry. Et on accueille tout de suite Pierre de Lyon. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour Monsieur Fabry. Bonjour, on vous écoute Pierre. Merci beaucoup d'avoir pris ma question. Tout d'abord, je voulais dire que je suis très heureux d'avoir entendu Monsieur Fabry sur votre antenne. Je l'ai découvert il y a quelques mois et je trouve qu'il a une vision très très intéressante. Merci. Ma question, c'est Monsieur Fabry, dans le cadre de la naissance d'un État européen, selon votre idée, donc avec une plus démocratique, on va dire. Est-ce que cet État, de manière unie, aurait le poids suffisant pour être une vraie zone de puissance et un contrepoids face à la Chine et aux États-Unis? Alors ça oui, je pense très clairement. Si on regarde le poids économique de l'Union européenne dans son ensemble, on est toujours devant la Chine, si je ne me trompe pas.
la grande question, pour moi, en fait, le problème, c'est pas tellement ça. C'est-à-dire qu'au plan démographique, au plan géographique des dimensions et au plan économique, il n'y a pas de problème. L'Europe a de quoi, à partir du moment où elle est unifiée politiquement, devenir une superpuissance au même rang que les autres et probablement plus proche du rang des États-Unis encore que de celui de la Chine. La grande difficulté, c'est que pour moi, les Américains auront beaucoup de mal à se faire à cette idée-là. Parce que une Europe unie, ça risque d'être assez rapidement vu, par une partie des élites américaines en tout cas, comme un concurrent dangereux. Donc ce que je pense, c'est que quand on sera entré dans cette phase de mutation entre deux Europes, on va dire l'Europe actuelle et celle qui serait l'Europe d'après, je pense que ce que feront les États-Unis, c'est qu'ils essaieront de faire en sorte qu'il y ait plusieurs Europes après. Par exemple, qu'il y ait une Europe occidentale sud, une Europe germanique. Donc les États-Unis vont continuer quand même de mener le jeu. Je pense que vous le pensez vous-même, Philippe. Pour moi, c'est un déterminisme géographique et politique. C'est leur main. Et tout le monde joue la main qu'il a. Et c'est la main américaine. Et je les vois mal accepter juste de faire confiance aux Européens, notamment parce que une fois l'Europe puissance, on essaierait de faire la même chose aux États-Unis, en fait. En fait, je vais vous dire, et c'est pour ça qu'il va y avoir, à mon avis, quelques affrontements, sinon révolutions. C'est parce que là, effectivement, deux thèses vont se confronter très fort. Lucien. Oui, et on continue notre tournée des auditeurs avec tout de suite Emmanuel de Pessac qui aimerait trouver les responsables de cette déliquescence de l'Europe. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour à vous tous et bonne année à vous tous. Merci pour votre intervenant et pour vous, André, évidemment. Merci. Je voulais réagir simplement sur, en fait, c'est la continuité puisque vous avez invité évidemment Charles Gave et puis maintenant votre intervenant. Oui. Pardonnez-moi, j'ai oublié votre nom. Excusez-moi. Philippe Fabry. Philippe Fabry. Voilà. Écoutez, voilà, je voulais simplement relever 2-3 points. La première chose, c'est que toute cette crise énergétique, finalement, ça correspond parfaitement au plan qui est marqué dans le grand reset. Quand on veut éliminer les TPE, PME, les classes moyennes, il n'y a rien de mieux. Le grand reset de Klaus Schwab et du Forum économique de Davos. Tout à fait. Donc il n'y a rien de mieux comme crime parfait que d'exploser les factures d'énergie. Comme ça, on n'est pas responsable, mais tout le monde crève à la fin. Mais c'est marrant parce que ça correspond parfaitement à l'agenda. Et au-delà de ça, je voulais dire par rapport à votre intervenant, qui est vraiment une analyse très pointue, est-ce que cette unification complète de l'Europe, telle qu'elle est faite aujourd'hui, est réellement pour les peuples? Parce que moi, quand je vais en Espagne, j'ai une femme espagnole, j'ai envie de voir des Espagnols. J'ai pas envie de retrouver des centres-villes avec du Zara, certes, parce que c'est espagnol, mais avec du McDo, avec du reste. J'ai envie d'aller au Portugal pour voir des Portugais, j'ai envie d'aller en Allemagne pour voir des Allemands. Et aujourd'hui, quand on voit la soi-disant unification européenne, quand ils achètent des F-35 pour l'Allemagne ou des F-16 pour la Pologne, il y a absolument aucune unité. On a vu sur les tarmacs ce qui s'est passé sur les masques. Donc voilà, je voulais simplement avoir l'avis de votre intervenant parce que c'est une unité de façade. Le couple franco-allemand, pardonnez-moi, il existe qu'en France. Ça oui, on commence à le savoir. Ça, non mais Emmanuel pose une vraie question, Philippe Fabry. Vous voyez un peu, c'est mon euroscepticisme là-dessus aussi. Est-ce que vraiment, la bonne question. Est-ce que vraiment on peut sortir de là, du fait que voilà, l'Allemagne achète ses F-15, l'autre ses F-16, et puis on a l'impression que cette volonté, elle est sûrement là, mais enfin elle est très contrecarrée, quoi. Alors ça c'est lié justement au problème de l'indépendance militaire, c'est-à-dire que les pays européens préfèrent encore acheter des F-16 et F-35. Pourquoi? Pas tellement pour le matériel, mais parce qu'acheter du F-35, c'est s'assurer l'alliance américaine et la protection américaine. En fait, c'est ça tout simplement. Et à partir du moment où on n'a pas réussi à construire une Europe de la défense correcte et où sans doute les Américains redoutent un petit peu qu'on le fasse, encore une fois, parce que les Américains ne veulent pas d'un concurrent outre-Atlantique qui est la même puissance, c'est effectivement une des difficultés qui sera probablement évoquée dans le cadre de ces grandes mutations et de la question de l'unification politique. Maintenant, après, il y a le problème de la diversité culturelle. Effectivement, moi aussi, j'aime la diversité culturelle européenne. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que la plupart des diversités culturelles sont des héritages historiques et que dans tout processus d'homogénéisation culturelle, effectivement, elles ont tendance à s'effacer. Il y a beaucoup de cultures locales en France, par exemple, qui sont effacées au profit de la culture française, même si on nous dit qu'elle n'existe pas. Mais ça a eu lieu et bon, c'est regrettable, mais ça, pour le coup, c'est pas tellement lié à la question politique elle-même, quoi. Non, mais le vrai problème aujourd'hui, je crois que vous
vous l'avez dit dès le départ, en fait, il y aura une Europe telle que vous la souhaitez, et que je peux la souhaiter aussi, et puis beaucoup d'autres, s'il y a un véritable Parlement. C'est-à-dire si on retrouve, on trouve, parce qu'elle n'est pas retrouvée, une vraie démocratie. Un Parlement, et encore une fois, si possible, un Sénat qui représenterait justement les périphéries et leur permettrait de résister et de défendre leurs héritages culturels locaux. Vaste programme, comme disait l'autre. Lucien, peut-être une dernière question. Oui, merci beaucoup Emmanuel. Et on aura le temps du coup d'accueillir Loïc de Lourdes qui se demande si l'Allemagne, c'est vraiment l'Allemagne qui gère l'Europe. Bonjour Loïc. Loïc, très rapidement, on est en fin de... Mais on vous écoute et bonne année. Oui, bonjour, bonne année et content de vous entendre, André. Non, c'était juste, bon, je vais pas trop avoir le temps de bien détailler. Vous parlez que c'est l'Allemagne qui gère un peu l'Europe. Pour moi, ça rejoint un peu ce que Emmanuel, l'autre auditeur, a dit sur ce forum économique mondial, qui pour moi est dirigé par Klaus Schwab. Et Klaus Schwab, c'est qui? À la base, il vient d'où, Klaus Schwab? Il a été formé, c'est lui qui est l'investigateur du forum économique mondial, sous la tutelle de Kissinger, qui était qu'un employé de Rockefeller. Donc c'est toujours un peu les mêmes néoconservateurs qui gèrent tout derrière, quoi. D'accord. Alors justement, Philippe Fabry, est-ce qu'on n'est pas encore sous tutelle américaine? Alors, il y a de ça. Maintenant, sur Klaus Schwab, moi, deux choses. Je m'étais infligé la lecture du Grand Reset, qui pour moi était un pensum sans grand intérêt, parce que Klaus Schwab est pas intellectuellement un type très intéressant. La réalité, c'est que, en fait, Klaus Schwab, c'est juste le résultat d'une forme de pensée de classe de certaines élites européennes qui synthétise. Alors, il est commode pour dénoncer une partie du problème, mais je pense pas qu'on puisse lui donner quelques rôles décisifs que ce soit. Mais en revanche, c'est intéressant dans le sens où, effectivement, ça montre ce qu'est la mentalité, et j'ai envie de dire l'idéologie naturelle d'une grande partie des élites. Mais effectivement, aujourd'hui, une grande partie de toute façon des réseaux sont à l'échelle de ce qu'on appelle l'Occident, c'est-à-dire imbriqué États-Unis, Europe. Et d'ailleurs, les problèmes populaires sont les mêmes aux États-Unis et en Europe. Le populisme de Trump est pas très différent de ce qu'on peut avoir en Europe, parce que l'Amérique périphérique a les mêmes problèmes que l'Europe périphérique. Comme quoi, on n'est pas sorti de l'auberge, mais il est toujours intéressant de s'intéresser aux détails. C'est ce que fait Philippe Fabry, la chute de l'Empire européen, Lucien. C'était le face-à-face d'André Berkoff avec Philippe Fabry, avocat, auteur de La chute de l'Empire européen. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye qui s'intéresse à la pénétration est-elle si indispensable dans un rapport sexuel, avec comme invité Philippe Arlin, sexologue et sexothérapeute. À tout de suite sur Sud Radio.